Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement cliqué sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. Grosse journée sur les marchés aujourd'hui, alors on fait un récapitulatif de qu'est-ce qui s'est passé en bourse. Ensuite, je vous présente les 3 raisons pour lesquelles, selon moi, le marché a chuté de façon aussi intense aujourd'hui. Et enfin, on va se poser la question, qu'est-ce que ça annonce, cette chute importante dans le futur? Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le futur sur les marchés? Alors, débutons tout de suite avec une revue des marchés boursiers aujourd'hui. Alors, d'abord, le S&P 500 qui est redescendu aux 3000 points. Alors, à la barre des 3000 points avec une chute de 5,89%. Le Nasdaq qui était monté à un niveau record au-dessus de la barre des 10 000 points est maintenant redescendu à 9 492 points, donc une chute de 5,27%. Le Dow Jones, une chute de plus de 1862 points aujourd'hui. Alors, on est redescendu autour du 25 000 points, une baisse de 6,90%. Comme j'ai mentionné, la volatilité était vraiment élevée. Alors, le VIX en hausse de 47%. Donc, c'est des niveaux de volatilité qu'on n'avait pas vus depuis pratiquement le mois d'avril. Donc, ça fait 2-3 mois là, que sur les marchés, c'est assez tranquille et qu'on est en hausse là, constante. Maintenant, plusieurs secteurs ont été affectés, donc certains plus que d'autres, et bien sûr, ceux qui l'ont été beaucoup plus, c'est les secteurs qui ont été là un peu moribonds depuis la reprise boursière. Parmi ceux-ci, on peut compter évidemment le secteur aérien. Par exemple, Delta aujourd'hui qui est en chute de 14%, Air Canada en chute de 8,5%. D'autres secteurs comme le secteur des croisières, Norwegian Cruise Line en chute de 16%, Carnival Corporation en chute de 15%. C'est des titres qui ont grandement augmenté au cours des derniers jours, des dernières semaines. Et puis, bien sûr, il y avait un rééquilibrage qui devait se faire et ça s'est fait aujourd'hui. Un autre secteur qui a été affecté de façon importante aujourd'hui, c'est bien sûr le secteur financier. Alors, les banques qui ont chuté quand même de façon substantielle. Par exemple, la Banque Royale du Canada, 3,5%, la BMO, 4%. Du côté américain, JP Morgan Chase en chute de 8,3%, Goldman Sachs de 9%, Bank of America de 10%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté financier? C'est essentiellement les taux à long terme qui ont redescendu de façon importante. Donc, on avait eu une hausse là, au cours des derniers jours au niveau du 30 ans, du 10 ans. Et puis aujourd'hui, on a eu des chutes importantes, là, 12% sur le 10 ans, on est retourné à 0,65%. Puis sur le 30 ans, on est redescendu à 1,40%. Donc une chute de 7%. Évidemment, ça affecte grandement le secteur financier. Autre chose à mentionner, c'est bien sûr le secteur technologique. Alors, on n'a pas de baisse importante comme ça sur les marchés sans qu'on ait là, les gros gars en bourse qui eux aussi soient affectés. Qui sont ces gros gars? C'est Apple, c'est Google, c'est Facebook, Amazon, qui ont connu des baisses variant de 3 à 5%. Donc Facebook, Microsoft en baisse de 5%, Apple de 4%, Google de 4%. Donc, bien sûr, lorsque ces grandes entreprises sont affectées en bourse, ça fait chuter le marché de façon importante, comme on sait. Donc, les grandes entreprises technologiques représentent environ 25% du S&P 500. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le marché chute de façon aussi importante? 3 raisons à mon avis. Alors, la première, c'est bien sûr la Fed. J'en ai parlé dans mon dernière vidéo. La Fed est un élément important qui influe beaucoup sur les marchés. Alors, hier, on avait la fin de la réunion de la Fed qui a duré 2 jours. Jerome Powell s'est présenté devant la presse et a présenté ses prévisions économiques. Alors, quelles sont-elles? Bien sûr, Jerome Powell a voulu nuancer la reprise économique. Alors, pour lui, la reprise en V, c'est quelque chose qui ne se produira pas. La reprise va être longue et fastidieuse. Alors, sur les marchés récemment, on avait un peu là, cette théorie de la reprise en V, étant donné la réouverture économique. Jérôme Powell a mis cet élément de côté. La reprise va être longue. Pour ce qui est du PIB, la Fed prévoit une chute pour 2020 de 6,5%. Et pour ce qui est de l'assurance-emploi, étant donné le temps que devrait prendre la reprise, en 2020, on prévoit un taux d'assurance-emploi de 9,3%, en 2021 de 6,5%, en 2022 de 5,5%. Alors, peut-être que vous allez penser que ce sont des prévisions qui sont pessimistes, mais si on regarde le taux d'assurance-emploi
après la grande récession de 2008-2009. Alors, en 2009, on a atteint un niveau record d'autour de 10%. Et pour atteindre la barre du 5%, il a fallu attendre jusqu'en 2015. Alors, ça a pris 6 ans pour ramener le taux de chômage de 10% à 5%. Alors ici, la Fed pense qu'en seulement 2 ans même, le taux de chômage devrait descendre d'autour de 14, 15, 16% à 5%. C'est assez optimiste à mon avis. Bon, la Fed, bien sûr, ses priorités restent les mêmes. La priorité, c'est l'emploi, s'assurer que les gens puissent retrouver leur emploi. Non seulement ça, mais c'est aussi l'inflation, essayer de cibler l'inflation à 2%. Bien sûr, lorsqu'on est dans une période où on a beaucoup de faillites, on a de la déflation. Bon, avec les liquidités qui sont injectées par la Fed, ben, ça peut créer de l'inflation. Alors, c'est de jongler entre ces deux éléments. Ça peut être très difficile. On va voir de quelle façon ça va se dérouler, ça aussi, dans le futur proche, notamment au niveau de l'inflation. On surveille ça de près. Alors, bien sûr, à la lumière là, du pessimisme de la Fed entourant la reprise économique, ben, les marchés ont réalisé que l'engouement qu'il y avait récemment sur la reprise en V était peut-être un peu trop jovialiste. Et puis là, on a eu une espèce de rééquilibrage par rapport à ça aujourd'hui. Deuxième élément important qui a fait bouger les marchés, à mon avis, c'est la réouverture économique versus l'état de la pandémie actuellement. Les États américains se sont fait pratiquement forcer la main par Donald Trump pour réouvrir leurs économies respectives, étant donné que Donald Trump, son créneau, c'est l'économie et il veut viser une réélection en fin d'année. Alors pour lui, c'est essentiel que la bourse soit élevée et que l'économie aille bien. Présentement, on le sait, l'économie est en ruine, non seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Alors, en réouvrant l'économie, là, il voulait un peu booster la reprise. Bien sûr, il y avait des risques associés à ça. Et les risques, c'est quoi? Ben, c'est des infections, c'est des morts, etc. Et malheureusement, la plupart des États présentement sont réouverts et on voit déjà les conséquences de ça se répertorier dans les statistiques entourant la pandémie. Alors, si on regarde, là, je vous donne quelques exemples. Par exemple, en Caroline du Sud, on voit là sur le graphique la période où l'État a été fermé. Alors on voit la courbe qui diminue et puis maintenant que l'économie est réouverte, on voit là une reprise de la courbe à la hausse et ce phénomène se produit dans plusieurs États américains présentement. Je vous ai présenté la Caroline du Sud, on peut regarder aussi le Texas. C'est le même phénomène qu'on voit se produire présentement. Les hôpitaux commencent à être occupés de façon importante et on craint là qu'il y a un surachalandage des hôpitaux là, qui mettrait à risque le système de santé et peut-être même refermer l'économie malgré le fait que le secrétaire au Trésor américain a affirmé aujourd'hui dans une entrevue qu'il n'était pas question de refermer l'économie aux États-Unis. Même chose en Floride, je vous présente la courbe de la Floride, c'est un peu le même principe qu'on voit, donc on a une hausse, une nouvelle hausse, donc est-ce que ça annonce une deuxième vague de l'épidémie aux États-Unis, donc qui commencerait plus tôt que prévu, on l'attendait pour l'automne, peut-être que ça serait déjà en train de se produire présentement, ça reste à voir. En plus de tout ça, il y a un facteur aggravant, quel est-il? Ben, c'est les manifestations qui ont eu cours durant les dernières semaines, les derniers jours et qui ont encore cours présentement aux États-Unis. Alors bien sûr, ces manifestations ont facilité la propagation du COVID, étant donné que les gens ne respectent pas la distanciation sociale, une personne sur trois a un masque, peu importe, ou sinon il est porté au menton. Donc évidemment, les gens crient, chantent, parlent, le virus se propage et on voit déjà les conséquences. Par exemple, des membres de la Garde nationale aux États-Unis ont déjà été testés positifs au virus. Alors bien sûr, des manifestants qui faisaient partie là, des protestations ont aussi été infectés et là, ben, ça peut être des agents qui vont propager le tout et participer à la création d'une deuxième vague d'épidémie aux États-Unis. Alors, tout ça, les nouvelles données qui commencent à entrer par rapport à l'épidémie, donc les nouvelles données épidémiologiques ont ramené là, les marchés à la réalité. L'épidémie existe toujours et ça peut créer un risque potentiel de retarder la reprise économique. Il faut avoir tout ça en tête. Troisième élément qui, à mon avis, a fait chuter les marchés aujourd'hui, c'est les traders. On a depuis quelques jours, quelques semaines, beaucoup de spéculation sur les marchés boursiers et on devait un peu là, relâcher la pression de tout ça. Ça montait à des niveaux effrénés. Bien évidemment, comme vous le savez, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, le prix des actions est complètement déconnecté des données fondamentales. Et puis là, ben, la spéculation se laissait aller là, grandement sans aucune restriction. Et les traders ont participé de façon assez importante à ce phénomène
Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Évidemment, on a pu le voir dans les secteurs là, des croisières de l'aviation où les actions ont monté en flèche alors que les avions, dans la plupart des cas, sont toujours cloués au sol. Le trafic aérien est encore en baisse. Les croisières, les bateaux sont accostés au quai, puis il n'y a pas question d'aller en croisière d'ici un mois. Bon, je vous donne le meilleur exemple, la spéculation rampante dans le marché boursier présentement. Hertz, vous connaissez, c'est une entreprise de location de voitures qui, au mois de mai, a déclaré faillite, donc s'est mis sous la protection de la faillite, et l'action, malgré le fait que l'entreprise est en faillite, les actions vont probablement être radiées. D'ailleurs, Carl Icahn, qui est un investisseur assez fameux là, dans le domaine de l'investissement, a eu une perte de 1,6 milliard avec l'entreprise. Donc, l'action était sous la barre des 1$, autour de 80 cents, 60 cents, je me rappelle plus très bien. Puis, les traders, donc les gens là, qui sont sur Robinhood, sont embarqués dans l'action. Alors, allez, tout le monde, mouvement là, de vague. L'action est remontée d'environ 80 cents, autour de 6$, alors que l'entreprise est en faillite. Non, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas où vous voyez l'investissement là-dedans. Donc, on voit là qu'il y a une espèce d'effet d'entraînement. Je ne sais pas, les gens sont ennuyés, sont chez eux. Les gens reçoivent là, leur chèque du gouvernement, puis ils ne savent pas trop quoi faire avec. Ben, ils s'en vont dans le marché boursier, ils ne savent pas trop quoi faire non plus. Puis là, ben, c'est ça. Ça donne des mouvements d'entraînement. Puis évidemment, ceux qui ont acheté à 5-6$, ben, ils ont tout perdu parce qu'aujourd'hui, l'action est en chute de 20-30%. Je ne me rappelle pas, mais là, elle est redescendue là, autour du dollar, du 2$. Donc, c'est un exemple de spéculation présentement sur les marchés. Autre exemple, et puis là, c'est pratiquement risible. Alors, Dave Portnoy, désolé, j'ai de la misère à prononcer son nom. Alors, lui, c'est le fondateur de Barstool Sports. C'est un blog là, qui est américain sur les sports, peu importe. Alors, lui, là, s'est déclaré meilleur investisseur que Warren Buffett et a déclaré le day trading, le truc le plus facile qu'un individu peut faire pour s'enrichir. Alors, pour lui, là, il est meilleur que Warren Buffett, c'est un meilleur investisseur, c'est le meilleur investisseur de tous les temps parce qu'il a réussi à faire quelques bons coups de day trading. Évidemment, bon, l'individu ne semble pas nécessairement le crayon le plus aiguisé de la boîte. Notamment, là, il s'est présenté à travers les médias sociaux pour dénoncer le confinement, pour dénoncer les mesures qui étaient mises en place, etc., etc. Bon, je donne pas mon avis personnel là-dessus, là, confinement c'est bon ou pas, peu importe, mais la façon dont il l'a fait, ça manquait un peu de grâce et c'était un peu questionnable à mon avis. Donc l'individu là semble un peu loufoque, puis de se déclarer meilleur investisseur que Warren Buffett, là, c'est pas très humble. Cet individu représente un peu là, la spéculation présentement sur les marchés. C'était bien évidemment le temps là, que la pression relâche et que la spéculation là, qui s'est fait aller au cours des derniers jours, des dernières semaines, retombe un peu, là, puis que les gens se calment un peu. Les actions, ça va pas toujours en haut. Des fois, ça baisse, puis on en a la preuve aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on assiste à un revirement des marchés? Est-ce que c'est un signe que les marchés vont retourner à la baisse? Par exemple, on pourrait avoir une reprise en W. Hein? On a eu une chute, on a une hausse et on a une rechute pour remonter un peu plus tard dans l'année ou au cours de l'année prochaine. Il est encore trop tôt pour le dire, bien évidemment, mais ça nous démontre que tout est possible présentement. On a encore beaucoup d'incertitudes dans l'économie, sur les marchés, et on va continuer de suivre la situation au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Et on va profiter aussi des opportunités. Bien sûr, l'environnement est propice à une hausse du prix des actions. Pourquoi? Je l'ai mentionné dans mon dernier vidéo. Bien sûr, les taux d'intérêt sont historiquement bas. Donc, qui va aller acheter des obligations avec un taux d'intérêt de 0,6% ou 1,4% lorsque vous avez des entreprises qui, bien sûr, s'ils récupèrent là, leurs revenus, leurs profits, ils vont payer des dividendes autour de 2, de 3, de 4, même de 5% pour certaines entreprises financières. Les actions sont beaucoup plus attrayantes. Ensuite, la Fed, dans son rendez-vous d'hier, a confirmé qu'elle allait continuer d'acheter des obligations d'État, des obligations d'entreprise jusqu'au temps où ça serait nécessaire pour supporter l'économie. Alors là, ça, c'est un signe encore positif pour les actions. Et puis, bien sûr, c'est l'inflation créée par l'injection des liquidités de la Fed dans l'économie, dans le prix des actifs, dont les actions. Alors, on le sait, par exemple, après la grande récession 2008-2009, lorsqu'on a eu le début du QE, de l'assouplissement quantitatif, le prix des actions montait en flèche et c'est ce qui s'est produit d'ailleurs lorsque la Fed a annoncé ses mesures là, au cours du mois de mars. Et ça risque de
perdurer tant et aussi longtemps que la Fed va injecter des liquidités dans l'économie. Bien sûr, ce n'est pas un phénomène qui peut durer de façon indéfinie. Le bilan financier de la Fed augmente à la vitesse grand V et à un certain moment, la Fed va devoir s'arrêter parce que l'argent gratuit, ça n'existe pas. Sinon, ce qu'on fait, c'est créer de la monnaie de singe. Puis, évidemment, c'est pas l'objectif de la Fed. Alors, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que c'est un revirement, que ça pourrait être un signe que les marchés sont en train de retourner à la baisse, ou si vous pensez que c'est seulement une petite correction dans un marché qui était beaucoup trop spéculatif. Dans la zone commentaire, donnez-moi un j'aime. Ce fut un plaisir. À la prochaine.